Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur Téléclub pour ce nouveau numéro de Match après Match, l'émission qui traite de toute l'actualité du ballon rond. On passe à la prochaine heure aux côtés de notre invité, le défenseur du Lausanne Sport qui s'est imposé ce week-end sur la pelouse de Rapperswil. Bonsoir Igor Eganga. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci beaucoup. Deux autres défenseurs qui ont également porté le maillot du LS ce soir parmi nous. Bonsoir Dylan Stadelman. Bonsoir Elodie. Bienvenue, notre consultant Alain Rochat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et le local de l'équipe, c'est Nicolas Menecre pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, défenseur mais pas au LS. Pas au LS, non, défenseur de la rédaction de Téléclub. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. On va attaquer avec un week-end qui aurait pu déjà voir plusieurs clubs fêter leur titre de champion en Europe. Mais Naples en Italie et Strasbourg en France ont retardé les couronnements de la Juventus et du Paris Saint-Germain. Les deux poids lourds qui vont devoir patienter encore une semaine, mais c'est presque fait. Hein. Des champions si précoces, messieurs, ça vous évoque quoi? Est-ce que on perd pas un petit peu de plaisir dans ces championnats de voir des champions célébrés si tôt, Igor? Ouais, moi je pense que oui. Hein. Ça dépend de si on regarde comparaison avec l'Angleterre, que ça va jouer jusqu'au 38e match. Je pense que c'est plus passionnant comme ça. Hein. Que 6 journées de la fin, tu es déjà champion, et je pense que ça fausse aussi le championnat pour la fin. Hein. Ça perd un petit peu de piment. C'est un peu le football d'aujourd'hui quand même, avec les millions de la Ligue des Champions qui font que certains clubs les perçoivent et d'autres pas. Ça creuse des écarts toujours plus considérables. Et puis, alors une fois c'est l'Italie, régulièrement c'est quand même la France. La saison passée c'était l'Angleterre. Cette fois c'est plus serré. Il y a un peu un tournus, le Bayern aussi est un peu plus en difficulté. Mais disons qu'effectivement, si chaque championnat pouvait être serré comme l'est l'Angleterre ou comme l'est aussi les Pays-Bas, par exemple, cette année, ça serait bien pour tout le monde. Justement, ce que tu dis, tu as raison. Si tu regardes en Allemagne, le Bayern, ils sont sortis de la Ligue des Champions. Paris, c'est la même chose. Quand tu es champion à l'avance, tu joues après des comptes à tête, puis quand tu arrives en Ligue des Champions, c'est plus la même chose. C'est juste ça que je voulais dire. Dylan, vous allez les suivre, ces fins de championnat en Italie, en France? Oui, de toute façon, si on est passionné de football, je pense qu'on va les regarder. Mais c'est vrai que ça casse un peu la fête du football. Et s'il n'y a plus d'enjeux à 7-8 matchs en fin de... Il y a d'autres enjeux quand même. Oui, des places européennes, des relégations. Des places européennes. Mais c'est clair que si on connaît déjà le champion à 7-8 journées de la fin, c'est vrai que c'est dommage. Mais on va quand même suivre ces magnifiques matchs. Alain, le manque d'opposition, peut-être du championnat français, ça explique l'éviction du PSG si précoce? Oui, à mon avis, c'est une des raisons principales. C'est le fait de dimanche après dimanche ou week-end après week-end, on n'a pas des équipes assez fortes, assez compétitives pour mettre le Paris Saint-Germain en danger en championnat. La Juventus connaît aussi un peu le même sort dans son championnat. Donc, après, c'est difficile en Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, le niveau est très très élevé. On rencontre les cadors des autres championnats. Donc, c'est une grande raison pour que les éliminations du Paris Saint-Germain apparaissent. Pas de la Juve, il y a quand même certains clubs qui ont cette capacité, même si elles sont un peu plus tranquilles en championnat, à lutter chaque année pour la Ligue des Champions. La Juventus, c'est quand même une constante qu'ils arrivent en demi-finale, voire en finale. Certes, ils ne la gagnent pas. J'ai un peu de difficulté à mettre un rapport évident entre le fait qu'un club qui est largement en tête de son championnat brillera ou pas en Ligue des Champions. Il y a des arguments qui peuvent parler des deux côtés quand même. Mon hypothèse, c'est que la Juventus a appris à gagner. C'est vraiment une machine à gagner. Ouais. Elle a déjà... À mon avis, elle a un palmarès aussi par rapport au Paris Saint-Germain qui est beaucoup plus étoffé. Ouais, donc, elle a cette capacité d'être consciente que les matchs ne sont pas gagnés à l'avance et de se mettre dans les meilleures conditions possibles quand le jour J arrive, ce que le Paris Saint-Germain, depuis 2-3 saisons, n'arrive pas à faire en Ligue des Champions. Je pense que Paris doit encore apprendre à devenir un grand club. Ça ne se fait pas à coup d'argent. Ils ont été un grand club, mais ils ont eu un trou. Mais là, je pense qu'ils vont commencer à revenir très très fort. Ils ont besoin encore peut-être un peu de plus de stabilité. Surtout, je pense, chez certains joueurs, mais je pense que d'ici une année ou 2 ans, ils seront prêts pour gagner la Champions League.
Au niveau de société, ils sont encore, je pense, en apprentissage Ouais. de la gagne. Je pense aussi. Manque d'expérience que la Juve, elle, possède. Elle qui est encore dans le coup. On parlera tout à l'heure des quarts de finale de Ligue des Champions. La Juve qui a géré ce week-end en s'imposant face à l'AC Milan 2-1. Elle peut toujours battre le record du Scudetto le plus précoce avec un titre à 6 journées de la fin en faisant mieux que le Torino, la Fiorentina ou l'Inter qui avait gagné le titre à 5 journées de la fin du championnat. Paris, lui, s'est fait accrocher ce week-end dans le championnat par Strasbourg, qu'il l'avait déjà neutralisé début décembre. L'homme du match s'appelle Choupo-Moting, auteur d'un but et d'une incroyable boulette. Vous l'avez vu, messieurs? Oui. Et alors, vos réactions, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je peux dire que c'est un bon défenseur pour la sauver comme ça. Pour l'autre équipe, en l'occurrence. Ouais. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on la revoit ici. Il s'est excusé en fin de match en expliquant que tout va tellement vite. C'est vrai que vous qui êtes des défenseurs, messieurs, des fois, on n'a pas le temps de faire le bon choix. Non, mais c'est vrai que là, je pense que dans ce moment-là, tu n'as même pas une fraction de seconde pour réfléchir. Après, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il a essayé de faire. C'est compliqué à dire. Seul lui, je pense, peut nous expliquer cela. Mais comme ça, c'est vrai qu'on n'a même pas un dixième de seconde pour réfléchir. Ça va tellement vite. Je pense que Igor, il peut le... Ah, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ça, à ce moment, il devrait se mettre au fond direct. Si en tant que défenseur, comme Alain Rocha, on a vraiment très peu de secondes pour réfléchir. Et il suffit qu'on passe à côté. On est toujours plus malin dans le studio, tout à C'est toujours la même chose. Non, mais ça resterait une péripétie de cette rencontre, une péripétie de la saison. Et puis Paris a eu d'autres occasions pour faire la différence. Après, c'est clair, de nos jours, c'est le genre de choses qui font le buzz, mais pour 24 heures, et puis après, on n'en parlera plus. C'est ça, une hésitation. On va quand même voir la réaction de Kylian Mbappé, qui elle aussi a fait le buzz sur le banc parisien. Mais sur Twitter, Mbappé a quand même tenu à soutenir son coéquipier. Il a fait un big up à MCM17. Il a dit « J'en ai raté bien plus que toi cette saison. On reste un groupe uni et on te soutiendra jusqu'à la fin. » Voilà le petit mot de Kylian Mbappé. En Suisse, les Young Boys, eux aussi, devront patienter avec un match repoussé à mercredi contre Lucerne. En cas de victoire en semaine, ils pourraient fêter leur titre de champion sur leur canapé samedi si Bâle ne gagne pas contre Grasshopper, ce qu'on imagine quand même difficilement, ou dimanche au Letzigrund en cas de victoire face à Zurich à l'occasion de cette 29e journée. Ce serait un record, le champion le plus précoce. Avant cela, c'était Bâle pour son 8e sacre consécutif. C'était lors de la saison 2016-2017. Mais franchement, quand on voit le visage du FC Bâle ce printemps, on se dit que la saison prochaine annonce quand même quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je pense que ça dépend aussi d'IB. Ça dépend des départs des joueurs d'IB qui vont rester, qui vont partir. C'est ce qui va faire la différence. Après Bâle, je pense qu'ils sont en pleine reconstruction. Je pense que ça va prendre encore du temps. Je ne pense pas que l'année prochaine, on va s'attendre encore que Bâle va jouer le titre. Je pense que IB va être encore champion. Ça, c'est mon avis. Vous pensez qu'il faut une année supplémentaire encore pour Bâle? Je pense que je suis complètement d'accord avec Igor. Pour moi, déjà, l'année passée, au niveau des transferts, Bâle, ils n'ont pas été, début de saison, ils n'ont pas été exceptionnels. Ils n'ont pas été forts du tout dans les transferts. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait une grosse saison. Mais comme dit Igor, je pense qu'ils ont besoin encore d'une année supplémentaire, voire 2 saisons pour revoir le grand FC Bâle qu'on a l'habitude de voir. Moi, je pense qu'on ne verra pas le même grand Young Boys la saison prochaine. Il y a tellement de joueurs qui, cette fois-ci, vont tenter leur chance à l'étranger. Mbabou, So probablement aussi, Benito sera plus là, ça fait Von Bergen, on ne sait pas, Lustenberger va arriver, mais si Von Bergen arrête ou quitte le club, c'est quand même une perte importante. Après, s'il arrive à le remplacer, c'est bon. Il y a presque la moitié, voire plus de l'équipe de Young Boys qui va partir, qui ne sera plus là. Il faudra reconstruire. Bâle sera peut-être pas plus fort, peut-être aussi plus fort, l'avenir nous le dira, ça dépendra aussi des transferts, mais je pense que surtout Young Boys ne sera plus aussi fort. Ouais, mais je pense que Picher, il prépare bien aussi l'avenir. On a vu, il y a des joueurs qui sont partis, il les a remplacés, on ne s'entendait pas des tels résultats. Moi, je pense que franchement, je ne me mets pas de soucis pour IB pour l'année prochaine. Je pense que Picher, il sait ce qu'il fait, il a bien démontré, et puis je pense bien que les doublures seront prêts pour l'année prochaine. Est-ce que l'équipe sera en forme? Est-ce que l'huile dans le moteur sera... Ça, c'est autre chose.
Enfin, le moteur aussi bien huilé dès le coup d'envoi de la saison, là, j'ai quand même quelques doutes. Et aussi, par rapport à la qualification pour la Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier, ça arrivera vite. Et d'après moi, il y a quand même l'orgueil balois aussi qui va commencer à se réveiller gentiment. Et ils ont appris maintenant à retrousser un peu les manches. Enfin, ça ne roule plus comme les années précédentes. Donc, je pense que ce sera plus serré. Alors, moins serré que cette saison. Je pense que ça va être compliqué. Mais à mon avis, on risque quand même d'avoir un petit duel. J'espère en tout cas que Bâle sera à la hauteur pour l'intérêt du championnat. Mais juste, si Young Boys ils perdent pas mal de joueurs, s'ils arrivent à les remplacer, c'est OK. Mais il ne faut juste pas qu'ils fassent la même erreur que le FC Bâle, qui a perdu beaucoup de joueurs et qui n'osent pas forcément remplacer par des joueurs du même calibre. S'ils les remplacent, pour moi, ça ne pose pas de problème s'ils perdent la moitié de l'équipe. Après, comme dit Igor, Spicher, c'est ce qu'il fait, il a l'expérience. Maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il est au club. Il fait du bon travail et je pense qu'il a assez intelligent pour remplacer les joueurs qui vont partir. Les solutions sont déjà en partie là. Garcia, Lotomba, pour ce qui concerne les postes de latéraux. Camara va s'affirmer certainement en défense centrale. Et Bicher, on a vu avec le départ de Sanogo, il l'a remplacé, pas poste pour poste, mais en termes de valeur. Mais Bicher va encore progresser. Maintenant, on parle aussi de l'AOPR qui va peut-être aussi quitter Young Boys. Moi, je pense que les idées sont là. Ensuite, il faudra mettre tout ça encore en place. Avec un autre entraîneur ou pas aussi, c'est une inconnue. Ça fait quand même passablement d'inconnus pour ce Young Boys la saison prochaine. Bon, c'est de la musique d'avenir, tout ça. Hein. Un petit coup d'œil quand même du côté de l'Espagne, où le Barça se dirige évidemment aussi du côté du titre, après la victoire importante face à l'Atlético ce week-end. En Première Ligue, le suspense sera intense jusqu'à la fin de la saison, avec le coude à coude entre Liverpool et City. Et puis alors en Allemagne, le Bayern a repris les commandes de la Bundesliga, après avoir corrigé le Borussia Dortmund ce week-end 5-0. La formation de Lucien Favre qui a pris l'eau de toutes parts. C'est un Bayern taille patron qui s'impose au meilleur moment de la saison et qui est à nouveau leader à 1 point du Borussia à 6 journées de la fin. C'était le match à ne pas rater, à ne pas perdre, messieurs. Encore une fois, la grosse cylindrée qui répond présent dans le match qui compte. L'expérience. Voilà, la programmation, enfin, c'est des équipes qui sont programmées pour gagner, elles savent ce qu'il faut faire, elles mettent les ingrédients qu'il faut. Et alors là, on peut dire que c'est sec comme victoire. Mais voilà, l'apprentissage de Dortmund, même si ça nous fait mal à nous en tant que Suisses, c'est la réalité de ces grosses équipes qui ont l'habitude de gagner. Mais moi, j'enterrais pas définitivement Dortmund quand même. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Ouais. Alors, vous faites l'unanimité. Non, là c'est pas fini. Là, c'est pas fini parce que, de nouveau, les autres équipes, elles veulent battre le Bayern. C'est l'équipe à battre depuis X années, ce dont peut profiter peut-être Dortmund. Mais ça va être serré, je pense, jusqu'à la fin, parce que Dortmund est capable de réagir. Non, mais la tendance, c'est quand même Bayern, soyons clairs. Mais c'est vrai que le Borussia Dortmund, le Bayern a fait match nul contre Freiburg. Ils font encore une fois match nul et Dortmund gagne la prochaine journée ou la 34e. Et c'est Dortmund qui est à nouveau devant. Donc, on a aussi le même problème, enfin le même intérêt en Angleterre, parce que tout le monde parle maintenant de City qui est revenu comme ça sur Liverpool qui a calé. Mais de nouveau, il ne faut pas enterrer les deuxièmes trop vite. Tout le monde veut s'offrir le scalp des City, meilleurs, donc, évidemment. Après cette rencontre, les réactions elles ont été nombreuses, évidemment, sur les réseaux sociaux. Après cette gifle, on découvre quelques posts. Pour commencer, celui officiel du compte de Dortmund, en toute sobriété. 5-0 au coup de sifflet final, Punchschluss. Autre ambiance du côté des Bavarois, avec un petit montage de Neuer sur le trône de fer de la célèbre série Game of Thrones. Dortmund qui devient tout petit quand il s'agit de se mesurer face au Bayern. Un montage des cuisiniers Gnabry et Alaba qui mijotent une petite sauce bien épicée pour leur adversaire du jour. Et puis enfin, la transformation du Borussia qui passe de l'incroyable Hulk à une version un petit peu moins terrifiante lorsqu'il est opposé aux Munichois. Comment est-ce qu'on explique que Dortmund craque comme ça dans un match si important, 4-0 à la mi-temps quand même? Ouais, il y a aussi des erreurs de jeunesse aussi. Si on regarde les buts aussi qu'ils ont encaissés, Dortmund, la première erreur, c'est le défenseur central qui fait une erreur énorme. Après, c'est plus facile. Vous savez, quand vous jouez à l'Allianz à domicile, c'est beaucoup plus facile. J'aurais bien voulu voir si c'était à l'extérieur, si Dortmund n'allait pas peut-être... je pense que ça allait être un autre match si c'était à Dortmund le match. Dortmund avait gagné à la maison d'ailleurs l'automne dernier. Et puis c'est le genre de match où il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont préparées, qui sont pensées avant.
Et des fois, ça va très très vite. Un exemple en Suisse, l'automne dernier, Young Boys a battu Bâle 7-1. C'est le genre de match où, au niveau psychologique, les choses peuvent tourner très très vite, dans le bon sens. Et quand c'est pas dans le bon sens, on arrive très Et dans vite le match, en bas. bon, des fois, ça peut aussi être salutaire pour la suite du match. C'est une grosse claque une seule fois, mais des fois, ça réveille plus que de végéter, puis de faire un match moyen comme ça, puis de perdre quand même 1-0 ou 2-1. Là, c'est une remise en question pour Dortmund, et c'est peut-être ce qui va leur permettre de reprendre du poil de la bête pour les derniers matchs du championnat. Finalement, l'ascendant, il est psychologique pour ces grosses équipes qui ont l'expérience et qui sont capables de se remobiliser dans des moments si importants. C'est uniquement dans la tête? Moi, je pense qu'il y a pas mal je pense que quasiment tous les joueurs se mettent de la pression sur eux-mêmes. Certains l'acceptent volontiers, ils arrivent à gérer. Puis il y en a certains, peut-être qui sont certains joueurs qui sont plus jeunes, Fébriles. Fébriles, qui ont vraiment de la peine à encore gérer cette pression-là, qui sont peut-être pas habitués à de gros événements, et puis qui passent complètement à travers de leur match. Mais je trouve ça dommage. Mais comme a dit Alain, c'est mieux de prendre une fois une bonne claque. Comme ça, tu te réveilles derrière. Espérons qu'il se réveille et qu'il ne s'effondre pas après cette défaite quand même humiliante. Mais combien de fois les Lewandowski, les Ribéry, les Müller, les Hummels, tous ces joueurs du Bayern ont vécu ce genre de rencontre, et combien de fois les joueurs, la jeune défense du Borussia s'est retrouvée confrontée à ce genre de confrontation. Elle aura sûrement appris beaucoup de choses. Igor a aussi, à un autre niveau, vécu plein de matchs, mais Dylan et Alain aussi. Et la quatrième fois qu'on se retrouve dans une telle atmosphère ou avec un tel enjeu, on va le gérer autrement, je pense, systématiquement mieux que la première fois. Ouais, les papilles du Bayern de Munich ne sont pas encore tout à fait enterrés. Les vôtres de réaction sur les réseaux sociaux, elles sont bien sûr les bienvenues tout au long de cette émission via notre page Facebook Téléclub Sport Romandie ou sur Twitter avec le hashtag TCMAM. Avant de passer à la suite de cette émission, on va prendre un grand verre de vitamine avec notre coupeur de citron qui lui aussi a suivi l'actualité footballistique d'un œil averti. Hey! Cette semaine, il s'est passé plein de choses dans le monde du foot et même dans le foot suisse. Mercredi, il y avait le derby lémanique contre Lausanne Sport et Genève Servette. Une petite pensée aux supporters servétiens qui ont fait le déplacement et qui s'attendaient à voir un joli match de Challenge League. Mais grâce à la météo, ils ont eu droit à un crouille match de 5e Ligue. Et je sais de quoi je parle. Ils ont dû rester devant ce match dans le froid et ensuite ils ont dû attendre pendant des heures à la gare de Lausanne à cause de la neige. Heureusement pour eux, leur équipe a remporté le match 2-0, sans surprise. Comme l'a dit Pablo Iglesias à la fin de la rencontre, il n'y a aucune excuse à chercher, Servette était meilleur. Mais c'était quand même une parodie du football et on n'aurait jamais dû jouer dans ces conditions. Toujours en Suisse, Adrian, le joueur du FC Sion, annoncé blessé, alors que ses coéquipiers ramenaient 3 points de Lucerne, lui, il était en train de jouer un tournoi de poker. Il a terminé 2e et empoché 20 000 francs, et le FC Sion a obligé son joueur à verser la moitié de ses gains à la caisse d'équipe. Mais le pauvre, la seule fois il finit 2e dans quelque chose, il doit payer une amende. Comme l'a dit Constantin, il est quand même allé jusqu'en finale, le bourricot. Le roi Pelé a rassuré ses fans alors qu'il était hospitalisé en disant « C'est bon, je me sens prêt à jouer à nouveau ». La même semaine, un joueur israélien devient le joueur le plus vieux du monde en activité à 73 ans. Comme quoi, c'est pas si fou que ça au final. Diego Armando Maradona dit « El Pudrito » veut quitter ses fonctions d'entraîneur à cause d'un penalty non sifflé. Alors lui, il risque de devenir le coach le plus gamin en activité. Non mais c'est pas juste, moi j'arrête et je rentre à ma maison. La semaine passée, on a eu droit à la meilleure blague du 1er avril par un journaliste de Téléclub qui a déclaré « Arsenal peut penser à la Ligue des Champions ». Cette semaine, c'est le début des quarts de la Ligue des Champions. Alors pour vous, quelles équipes vont atteindre les demi-finales ? Vous lui répondrez tout à l'heure, messieurs, au coupeur de citron. On y reviendra sur ces quarts de finale de Ligue des Champions. Mais tout d'abord, il nous en a parlé. Le derby de Challenge League se déroulait durant cette semaine anglaise sous la neige de la Pontaise. On lui dédie notre première causerie de ce soir. Le troisième derby lémanique de Challenge League, il avait lieu mercredi. Igor Nganga, quel était l'état d'esprit du LS avant cette rencontre? On était tous motivés. Je pense que Alain, Dylan et tout, ils connaissent comment c'est jouer un derby. Je pense qu'on n'avait même pas besoin de s'entraîner pour ce match-là. On savait tous ce qu'on devait faire.
Puis malheureusement, on n'a pas rempli notre job qu'on devait faire. Moi aussi, je suis concerné sur le premier but qu'on prend. Bon. Après, comme il a dit Pablo, on n'a pas d'excuses. Les conditions, c'était pareil pour les deux équipes. Après, c'est nous aussi, on a mal géré. Bon, ça fait un moment qu'on voit que le Lausanne peine un peu sur des matchs, surtout que quand les actions qu'on doit les mettre au fond, on ne les met pas au fond. Après, on a la peine à gérer. Et après, voilà, sur des conditions pareilles, c'est un peu dur de jouer un beau football. Comment vous l'avez vécu, messieurs, ce match? Vous l'avez suivi, j'imagine? Oui, c'est vrai que Pablo, il a très bien résumé. C'est dommage, ça a gâché la fête. C'est censé être une fête, la fête du derby roman. Malheureusement, les conditions ont gâché le match, mais ça n'enlève pas le mérite à Servette qui ont mérité leur victoire, qui ont été beaucoup plus agressifs et pour moi qui ont été meilleurs dans le jeu. Mais c'est vrai que sous d'autres conditions, je pense que Lausanne aurait été favori, à mon avis. Il fallait l'arrêter, ce match, Alain? Alors, pour le spectacle, oui, on aurait dû l'arrêter parce que c'est vrai que c'est vraiment très, très compliqué de jouer dans ces conditions-là. Maintenant, je dirais que finalement, la victoire est revenue à l'équipe qui est le mieux psychologiquement aussi, qui a la meilleure situation au classement. Donc, voilà, les buts, des rebonds, des frappes, finalement, c'est l'équipe qui... d'après moi, a les épaules les plus larges aussi qui l'a emporté. C'est pas seulement sur ce match-là, c'est vraiment sur les dernières confrontations où on sent quand même un Lausanne hésitant. Et là, il y aurait eu la possibilité de réagir, peut-être dans des bonnes conditions. Malheureusement, la neige a fait que ça s'est joué un peu à la forme du moment. Et malheureusement pour Lausanne, c'est Servette qui a empoché les 3 points. Ce genre de match, il faut souvent marquer le premier, ça facilite quand même les choses. Non, je pense que Nicolas a raison. Si on marque le premier dans ce genre de match avec ces conditions catastrophiques, si je peux me permettre, il suffit de défendre après et c'est très compliqué pour l'équipe adverse à revenir au score. Et l'équipe qui visite aussi peut-être se dit, bon, on est ici, il y a toutes les conditions. De toute façon, on n'est pas chez nous, on n'a pas nos spectateurs, nos fans. Donc on vient, on fait le job et puis on repart avec un bon résultat. Quand on joue à domicile, on doit quand même essayer d'imprimer le rythme du match. Et dans des conditions comme ça, c'est très compliqué. Mais ça n'enlève pas justement que c'est quand même l'équipe la plus volontaire, la mieux placée qui l'a emporté. Pensez-vous que si le score était resté de 0-0 à la mi-temps, M. Tchoudi l'aurait repoussé? Rien à voir. Moi, je ne pense pas que le but marqué en première période ait influencé la décision de poursuivre. Il y en a un, en tout cas, qui était très fâché à l'issue de cette rencontre. C'est le directeur sportif du LS, Pablo Iglesias. On va écouter son interview juste après le coup de sifflet final. Il n'y a pas eu de match de foot, en fait. C'est difficile de parler de match de foot ce soir, dans des conditions qu'elles sont ce qu'elles sont. On ne va pas revenir sur la victoire de Servette, puisqu'ils la méritent, puisque voilà, ils arrivent à marquer 2 goals dans des conditions qui sont là, donc il n'y a aucune excuse à chercher. Je dis simplement qu'il y a intégrité physique qui a été atteinte, puisqu'on a perdu un joueur pendant la phase où le match aurait dû être arrêté. Ensuite, on nous demande à 5-10 minutes de la fin de déblayer le terrain, de marquer les lignes. Donc ça, c'est une parodie du football ce soir. C'est dommage, parce que c'est dommage pour le football. Servette mérite son résultat, il est devant, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que c'est une parodie du football. Et ce qui me dérange, c'est que c'est un match à enjeu. Et que là, il n'y ait pas plus de responsabilité de la part des gens qui, quand même, dirigent le football suisse, ou surtout qui, aujourd'hui, dirigent le jeu du football suisse. Dommage, parce que là, on n'a pas assisté du tout à un match de foot. D'ailleurs, je suis en train de regarder juste entre la lucarne, là, je vois que des gamins font des batailles de boules de neige. C'est pour vous expliquer aujourd'hui ce qu'on a vu à la Pontaise. Mais vous savez, il y a quand même 9000 personnes qui sont déplacées. Normalement, pas simplement peut-être pour le spectacle, mais pour ce qu'elles ont vu, elles mériteraient d'être remboursées. Normalement, vous êtes remboursés pour ce genre de choses quand il y a un aléa comme celui qu'on a vu ce soir. Donc, je suis vraiment fâché, déçu. Et je l'ai dit à M. Tchoudi, je pense que là, il a pas forcément fait ce qu'il fallait faire, mais ça n'enlève rien à ce qu'a fait Servette et ce qu'a mérité Servette. Le coup de gueule de Pablo Iglesias, vous le comprenez, Alain? On peut le comprendre, la frustration encore une fois, de la situation. On s'attend justement à dire, bon là, on gonfle l'équipe à bloc pour ce match-là, et dans ces conditions-là, on peut comprendre la frustration, oui, d'après moi. C'était dangereux pour l'intégrité des joueurs, bien sûr, ouais, bien sûr. Tu peux te blesser sur un terrain pareil, tu glisses. Ouais, je pense que l'arbitre il aurait dû arrêter le match. On lui a demandé, bon, c'est sa décision, il ne voulait pas.
Mais je trouve que c'est dommage. Pour le spectacle, surtout quand il y avait autant de monde à la Pontaise, autant de monde qui sont venus voir un derby roman, que ça jouait aussi. Bon, il y avait aussi l'enjeu. Si on gagnait, on revenait de Servette. Je pense que l'arbitre aurait dû, à mon avis, d'arrêter le match et on décale le match pour jouer dans des meilleures conditions. La réaction dans l'autre camp, celui des vainqueurs du Servette FC, elle est tout autre, évidemment. On va écouter l'interview d'Alain Geiger à présent. Les derbys sont toujours difficiles et on s'est bien adapté à la situation de ce match. On a pris ces 3 points. On voulait, on était bien placés mentalement, psychologiquement aussi par rapport à eux. Donc on savait que Lausanne n'était pas très bien et en plus on s'est beaucoup mieux adapté qu'eux sur cette situation, sur ce terrain avec de la neige. Voilà les mêmes conditions pour les deux équipes. Une victoire au final de Servette sur le score de 2-0. Des conditions météo qui ont évidemment fait réagir sur la toile. On va vous montrer quelques tweets à l'instar de celui de notre collègue Daniel Romano qui était présent à la Pontaise mercredi pour ce derby d'avril. Le community manager du LS qui a fait de l'ironie en parlant de l'arrivée de la Pontaise dans les domaines skiables du Magic Pass. Et puis cet autre internaute qui a comparé le joueur Stevanovic à un pilote de motoneige. Ce week-end, Servette a été accroché sur la pelouse du FC Ville, concédant le nul 1-1. Lausanne s'est défait de Rapperswil dans la douleur, Igor, on ne va pas se mentir. Au classement, les Grenats comptent désormais 11 points d'avance à 8 journées de la fin du championnat. C'est plié pour la première place. Je pense pas, moi je pense pas du tout. Non, vous savez, si je me rappelle bien, il y a 3 ou 4 ans en arrière, je crois que Lausanne avait je sais pas combien de points de retard sur Lugano et à la fin c'est Lausanne qui est promu et c'est Lugano qui finit, qui reste en Challenge League. Je pense que tout est ouvert. Je pense tant que mathématiquement ce n'est pas fait, nous je pense que nous déjà on doit regarder déjà que nous on fasse le travail avant de regarder Servette qui fait Servette. Déjà nous on peine un peu sur des matchs importants qu'on doit gagner. Et c'est ça qu'on doit surtout améliorer, je pense, c'est surtout l'efficacité qui nous manque en ce moment à l'équipe. C'est vrai, on a des occasions, on ne les met pas. Je pense que toi, défenseur qu'on est, nous, on sait que quand nos attaquants ils ratent une action, derrière, normalement, c'est souvent derrière, on est puni. C'est ça, surtout. C'est souvent comme ça. Non, très franchement, si j'étais joueur de l'effectif de Lausanne, moi je regarderais plus derrière, Winterthur et Haro que devant. Non, bien sûr, c'est ça que j'ai dit. Nous, on regarde pas devant. Maintenant, le classement est là. On doit regarder aussi derrière les gens qui arrivent. Je pense que nous, au début, il faut plus qu'on se concentre sur nous, au lieu de se concentrer devant ou derrière. Parce qu'aujourd'hui, Lausanne, c'est nous. C'est nous sur le terrain. C'est nous qu'on perd les matchs. C'est nous qu'on fait match nul. C'est pas les gens derrière. Parce que je pense que nous, si on fait notre travail, on gagne. Les gens derrière, même s'ils gagnent ou ils perdent, il y a toujours cette différence de points. Winterthur et Haro qui sont respectivement à 3 et à 4 points. Le 4 mai, le LS se déplace à Haro. Ce sera peut-être le match le plus important de la saison. Il y a encore beaucoup de matchs jusqu'à là. On prend match après match. C'est le nom de cette émission à laquelle vous participez, évidemment, comme vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Si Lausanne s'offrait la possibilité de disputer ce barrage, messieurs, vous aimeriez la voir, cette équipe, contre quel adversaire? Il n'y a plus beaucoup de choix. Xamax ou Grasshopper, très probablement. Ça serait top contre Xamax. Je pense que Xamax a raté cette semaine une belle occasion d'échapper au barrage. Il y avait les deux adversaires au menu qui étaient juste devant. Certes, 6 points avant le coup d'envoi, mais 6 points, c'est 2 victoires. Et il y avait des victoires à aller chercher à Lugano et contre Saint-Gall. Vous me tendez une perche, Nicolas Menecre, puisqu'on va passer à la deuxième causerie. Et on va aller donc parler de Super League tout de suite. Mais avant de nous intéresser à Xamax, on va parler d'abord du FC Sion qui partageait l'enjeu ce week-end face à Lucerne du côté de Tourbillon avec une ouverture du score signée Emir Leniani. On va la revoir pour le plaisir. Messieurs, savez-vous quelle est la particularité de ce but ? C'est le but le plus rapide. 10 secondes. Bravo, ils le disent en cœur après 10 petites secondes de jeu. Un point pour Dylan et pour Igor. Alain et Nicolas, vous le saviez évidemment. 10 secondes de jeu. Il égale le record depuis la création de la Super League d'un certain Moussa Konaté. C'était contre
Saint-Gall lors de la saison 2014-2015. C'était en mars précisément. Moussa Konaté, au passage, aujourd'hui joueur d'Amiens qui a signé un doublé ce week-end dans le 2-2 entre Amiens et Saint-Étienne. Voilà pour les nouvelles de l'ancien joueur du FC Sion. Leniani, donc latéral gauche de métier, qui marque encore un but et qui signe sa 6e réussite. C'est une de moins que le meilleur buteur du FC Sion à Casami. Ça vous évoque quoi? Bon, là, maintenant, il a une position qui est beaucoup plus offensive aussi. Carrément. Il joue carrément à l'aile, presque. Mais il a quand même commencé aussi, il a régulièrement joué plus haut sur le terrain. Exactement, donc, à la base, c'est aussi quand même un joueur plus offensif, un peu reconverti en défenseur. Il fait du bien, en tout cas, à Sion. Sion qui va de mieux en mieux, avec 10 points sur les 4 derniers matchs. Ça y est, Grasshopper a renoncé à faire recours après la décision de la Ligue, de cette défaite, après le match interrompu. Sion et Murat Yakin qui ralignent quasiment les mêmes joueurs, avec un même système. C'est ce qui manquait à Sion depuis le début de la saison, un peu de stabilité enfin. On a souvent parlé. Et... Ça a toujours manqué de stabilité à Sion. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a très régulièrement parlé dans nos différentes émissions. On peinait à comprendre cette volonté de Murat Yakin. Au début, oui, de voir tous ces joueurs, mais au bout d'un moment, non, ça plus. Et puis, il a fallu cette défaite à Neuchâtel. Pour lui ouvrir les yeux, peut-être qu'on l'a aidé à ouvrir les yeux. Moi, je reste quand même sceptique. Je pense que dans un championnat si serré, outre IB bien sûr, mais t'enchaînes 2-3 défaites ou 3 mauvais résultats et de nouveau, on parle d'instabilité, on dégringole au classement. Là, c'est une bonne période pour Sion, donc c'est très bien. Mais j'attends confirmation encore pour me prononcer sur la stabilité retrouvée du FC Sion. Mais même en cas de victoire, il changeait, ce qui fait plus désormais. Ouais. Murat Yakin, qu'il a reconnu, c'est ce derby, cette défaite dans le derby, qu'il a fait se remettre en question, preuve quand même d'intelligence de la part du coach. Ouais, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Oui, il faut toujours se mettre en question, je pense, même si on gagne, si on perd, il y a toujours des choses à améliorer. Après, je pense que le dernier match par rapport à Sion, ils ont changé que 2 joueurs, sauf erreur. Mais dont un obligé, Macera s'était suspendu après son carton. Tout à fait, ouais. Mais moi, je pense que de toute façon, avec la stabilité, il y aura les résultats. Donc, ce que Sion n'avait pas ces dernières années. Mais je pense que Murat Yakin va faire du bien au FC Sion s'il continue comme ça. Dans le nouveau classement, avec ce crédit donc de 3 points, Sion est 4e, avec 36 points à 2 longueurs seulement du FC Thun. On peut à nouveau éventuellement rêver d'Europe en attendant la décision du TAS. Bah oui, bien sûr. En Suisse, tout le monde peut rêver d'Europe. Il suffit d'enchaîner. Même Lugano 8e peut encore y penser. Il y a Lucerne la saison passée aussi. Enfin, il y a des exemples où c'est flagrant, où on enchaîne des bonnes performances, on surfe un peu sur la vague. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les problèmes sont résolus, que c'est devenu un gros du championnat. Je pense qu'ils doivent encore... il y a encore des cicatrices, à mon avis, parce que ça ne s'efface pas comme ça. Mais c'est encourageant. Mais encore une fois, j'attends de voir la suite pour pouvoir donner le diagnostic de la guérison du FC Sion. Bon, en tout cas, dans cette rencontre face à Lucerne, il y a aussi un homme, Kevin Fickencher, qui s'est montré déterminant. Il a fait plusieurs parades exceptionnelles. Il y a aussi un point d'interrogation, là, parce que Mitriouchkine et Fickencher arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mitriouchkine devrait bientôt pouvoir revenir au jeu. Ça va faire pas mal de concurrence sur le poste de numéro 1. Ouais, mais je sais pas si c'est bon, s'il y a trop de concurrence au niveau des Mitriouchkine ne pourra pas jouer, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de la place pour qu'il joue. Et à mon avis, je ne pense pas que Christian Constantin lui offre encore une chance pour la saison prochaine. Fickencher, il est en train de prouver, de s'imposer. Prouver, s'imposer. Il y a toujours la question Maisonial. Je pense que Christian Constantin pense encore à Maisonial, même si cette saison, ça s'est passé comme ça s'est passé. Dossier ouvert, mais à mon avis, pas concernant Mitriouchkine. Autre dossier que je voudrais ouvrir avec vous, messieurs, dans l'actualité du FC Sion qui a fait couler de l'encre. Cette semaine, il y a le cas Adrian qui est allé au casino de Divonne jouer et gagner au poker lorsque son équipe disputait un match face à Zurich. Une réaction? C'est ridicule, hein.
personnellement, c'est un manque de professionnalisme, surtout qu'il a que ça à faire, d'être présent aux entraînements et aux matchs. En tant qu'ancien footballeur, on a beaucoup de temps libre. Donc, peut-être fais ça pendant ton temps libre et pas pendant ton temps où tu es censé travailler. Et je trouve ça tellement un manque de respect par rapport que ce soit aux coéquipiers, par rapport au staff, par rapport aux supporters. C'est totalement un manque de respect à ce qu'il a fait. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, bon, c'est vrai qu'il aurait dû aller voir son équipe jouer, mais moi, je pense que voilà, quand tu es libre, après si tu n'as pas match et tout, je pense que tu es libre de faire ce que tu veux. Après, c'est à toi d'assumer les choses. Après, lui aussi, il n'a pas été très malin de se faire photographier comme ça et de publier. Bon, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas été trop malin. Mais quand on sait les problèmes qu'Adrian a depuis son arrivée à Sion, avec ses différentes blessures, on se dit qu'il y a peut-être un souci au niveau de l'hygiène de vie. Être assis sur une chaise pour jouer au casino, est-ce que ça va faire qu'il récupère ça plus ou joue moins tard bien au casino, au poker, généralement. Oui, mais blessé, il n'aurait de toute façon pas pu s'entraîner le lendemain, surtout le jour de match. Je peux imaginer qu'il n'était même pas convoqué à ce moment-là. Donc, Bon, il a été sanctionné par le club, hein, la moitié du pactole qui va passer dans la caisse de l'équipe. Ça va être sympa pour faire une petite sortie, ça. Et puis, une partie également qui sera reversée à une association. On en parlait tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous entendre, messieurs, à propos de Xamax, qui a montré une belle force de caractère après une semaine compliquée lors de l'annonce de la non-reconduction de Stéphane Anchaud. Il y a eu cette victoire face à Thun. Finalement, c'était la meilleure des réponses. Oui, c'est toujours sur le terrain la meilleure réponse. Xamax sait ce qu'il doit faire pour rester en Super League, c'est rester concentré sur ce qui se passe sur le terrain. Et évidemment que faire 3 points comme ça pour une lanterne rouge, une ancienne lanterne rouge, enchaîner quand même, ils ont enchaîné 2-3 victoires pas de suite, mais en 6 ou 7 matchs. Donc c'est un bon bilan à mon avis. Et s'ils continuent sur cette lancée, ils vont en tout cas pas descendre directement parce que Grasshopper, là encore, l'ascendant psychologique, l'avantage est clairement à Neuchâtel Xamax. Mais Nicolas Emenech le disait tout à l'heure, ils ont vraiment raté quelque chose avec cette défaite face à Saint-Gall. Ils se sont procurés énormément d'occasions et là, ils peuvent s'en vouloir. Oui, et à Lugano aussi, Stéphane Anchaud voulait absolument faire match nul et ne pas perdre. Et j'étais étonné qu'il ne tente pas, peut-être sur les 20 dernières minutes, quand c'est toujours 0-0, un peu plus d'aller chercher la victoire. Et avec cette défaite contre Saint-Gall, faut aussi dire que pour la première fois depuis un moment, Grasshopper a fait plus de points. Grasshopper a un petit peu légèrement inversé la courbe en récupérant un point. Il y aura d'ici 2-3 semaines un match qui sera très certainement un tournant à la Maladière entre les deux grands actuels. Et puis, il y a ce dossier Nuzzolo à présent. 2 pénaltys manqués après 20 réussites. Le premier face à Thun, le second contre Saint-Gall. Les 2 fois juste avant l'heure de jeu, les 2 tirs pareils à la mi-hauteur sur la droite. Fèvre et Stojanovic qui partent du bon côté. Est-ce qu'il faut changer de tireur ? Non, moi je pense que c'est la pire, c'est la pire façon de procéder à ça. Mais je pense qu'il faut lui laisser la confiance à Nuzzolo. C'est un grand joueur, il a l'expérience, il va se mettre en question, même si je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se mettre en question. Mais je pense qu'il aura largement l'expérience de mettre le prochain. Vous pensez que le prochain il va y aller quand même ? Même des Ronaldo, il rate des pénaltys, même des Messi, il rate. Alors c'est tout le monde peut rater. Mais après, il faut qu'il garde la confiance. Puis moi, je pense que c'est un bon joueur aussi qui fait du bien à Xamax. Je pense qu'il va le remettre encore, des pénaltys. Nuzzolo qui reste quand même 3e au classement des buteurs de Super League avec 13 buts en 28 matchs. Xamax désormais à 7 longueurs de retard sur Lugano et 5 points d'avance sur Grasshopper. Un maintien qui passera peut-être par les barrages. Verdict dans pas si longtemps que ça. Messieurs, on va marquer une petite pause avant de passer à la 3e causerie de ce match après match dans laquelle on abordera comme promis les quarts de finale de Ligue des Champions. Vous restez bien avec nous, on revient juste après ça.
Le direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Heineken et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. De retour dans Match après match pour la suite et fin de cette émission. Merci d'être avec nous. Ce lundi, on est en compagnie de notre invité Igor Nganga, de Dylan Stadelman, d'Alain Rocha et de Nicolas Emelec. Messieurs, après avoir longuement parlé de football suisse avant la pause, on va maintenant s'intéresser au quart de finale de la Ligue des Champions. Et on vous rappelle que vous qui nous suivez, vous pouvez en tout temps réagir sur les réseaux sociaux via la page Facebook de Téléclub Sport Romandie ou alors sur Twitter avec le hashtag TCMAM. C'est l'heure de la troisième causerie. La Ligue des Champions qui reprend ses droits demain sur Téléclub. Alors on est très impatients, je ne sais pas vous, mais on tape de la patte, hein, comme on dit dans le, dans le jargon. Franchement, quand on a regardé ce tirage au sort, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on s'est dit les demi-finales sont déjà téléphonées, les affiches sont déjà connues. Est-ce que vous avez eu ce même sentiment, Dylan? Non, pas trop, non. Non. Est-ce que tu as eu le même sentiment? On s'est dit quand même, on a l'impression que c'est fait exprès. Il y a quand même non 4 favoris dans les 4 quarts de finale. Tu penses? Oui, bien sûr. Je pense et si, entre Manchester et Barcelone, c'est qui le favori pour toi? Clairement Barcelone. Ouais. Barcelone. Ah oui. Ah, on va arrêter, les gars. Dylan, pas d'accord. On va décortiquer après affiche par affiche. Mais je pense qu'il y aura une surprise, mais que ce ne sera pas Manchester. D'après moi, je pense que Tottenham, ils peuvent jouer les outsiders. Bon, allez, on va y aller affiche par affiche. D'abord, ce premier duel déséquilibré, franchement, sur le papier entre Liverpool et Porto. Deux équipes qui luttent encore chacune pour la première place dans leur championnat respectif. Mais on voit franchement difficilement comment Porto pourrait créer l'exploit, messieurs. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? À domicile, ils sont bons Porto. Hein. À domicile, ils jouent très bien au ballon. Ouais. Et City accumule les matchs et sont à déjà plus de 50 matchs cette saison. Ils ont le titre en Première Ligue et ce duel avec Manchester City. Franchement, je ne mettrai pas toute ma fortune sur une qualification de Liverpool qui peut-être pensera au 8e de la saison passée. Et je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée s'ils le font parce que tout avait été trop facile à ce moment-là. Et Porto a quand même jusqu'ici réalisé une belle campagne. Donc, Porto, ils ont leur chance parce que moi, je pense que Liverpool, ils sont plus aussi bien que ce qu'ils ont déjà été. Exactement. Puis ils misent vraiment cette année sur le championnat. Ça fait, je crois, 19 ans ou 20 ans qu'ils n'ont plus gagné le titre. C'était en 1990. La dernière. Ça fait... Ah, ok, ouais. Sortez les bougies. Ça fait bientôt 20 ans, on va dire, à la louche. Ouais, donc là, je pense qu'ils misent vraiment cette année sur le championnat. C'est une chance pour eux. Ils sont si proches du but, donc je pense qu'ils vont vraiment mettre la priorité sur le championnat et non sur la Champions League. S'ils ne se qualifient pas après pour la Champions League, je pense que ce n'est pas dramatique pour Liverpool. S'ils gagnent le titre en fin de saison. S'ils gagnent le titre. S'il y a voulu privilégier un, on paume les deux. Non, mais de toute façon, ils vont jouer les deux à 100%. En connaissant la mentalité des Anglais de Liverpool, notamment du coach. Ils vont jouer les deux à 100%. Après, je pense que la priorité est quand même au championnat. Porto, vous l'avez dit, Nicolas, qui va sans doute se souvenir de cette éviction des 8e de finale de la saison dernière. Score 5-0. Porto, qui est l'équipe la plus efficace depuis l'entame de la compétition cette saison, avec 19 buts marqués. Ça aussi, ça peut compter. Bon, ils ont des arguments, ça c'est clair. Hein. C'est quand même une équipe... On ne connaît pas toujours tous les noms, mais la qualité, elle est là. Donc, ils ont les arguments. Ça ne va pas être un match facile, mais Liverpool va passer. Va passer quand même, malgré la pression, avec ce souvenir aussi de cette finale perdue, Klopp et ses hommes qui vont vouloir leur revanche. Oui, moi je pense qu'arriver à ce stade, on peut que vouloir aller plus loin parce qu'il ne reste plus tellement d'équipes en lice. Et je pense qu'ils vont quand même tout faire pour les battre et ils ont surtout les moyens de le faire.
La deuxième affiche de demain soir, c'est un duel 100% anglais avec d'un côté Manchester City qui surfe complètement sur une série de 22 victoires en 23 matchs, toutes compétitions confondues. Les hommes de Guardiola qui n'ont plus encaissé sur leurs 3 dernières sorties. Dans le camp d'en face, un bilan moins reluisant tout de même pour Tottenham qui a enchaîné 4 revers et un match nul en championnat avant de relever à la tête la semaine dernière contre Crystal Palace pour son tout premier match dans son Tottenham Hotspur Stadium. Ce nouveau stade qui peut galvaniser éventuellement cette équipe pour réaliser l'exploit. Ouais, je pense que ça amène un peu de fraîcheur. Ils ont gagné leur premier match contre Crystal Palace 2-0, sauf erreur. Ça va amener, je pense, une autre dynamique, même si c'était déjà sur une bonne dynamique. Bon, là, on peut voir le stade, c'est impressionnant. Les fans de Tottenham, ils sont connus pour être un des meilleurs d'Angleterre. Donc je me réjouis de voir ce match-là contre Manchester City en Champions League. Igor, moi, pareil, possible? Moi, je pense que Tottenham peut faire la surprise contre City. Il peut faire la surprise. Si Kane est en forme, ça peut être ça. Pour moi, ça va être une belle affiche. Ils les connaissent par cœur aussi, peut-être. C'est ça. De se rencontrer dans un autre championnat. Mais comment Tottenham peut créer la surprise, franchement, face à ce City qui est un des favoris? Même s'il gagne, je ne pense pas que ça serait une grosse surprise. Quand même. Un peu. City, ouais, City, ça reste beaucoup plus solide que Tottenham. Mais ça resterait une surprise, mais petite. Tottenham peut se qualifier sur 2 matchs? Ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'ils ont largement les chances de... Liverpool l'avait fait dans une situation assez similaire où ils étaient largués en championnat. City était devant la saison passée en quart de finale. Donc oui, l'histoire peut se répéter. Et même problématique, entre guillemets, que pour Liverpool, cette lutte pour le titre prend énormément d'énergie. Et moi, j'avais été quand même un peu bluffé par la maîtrise de Tottenham contre Dortmund, notamment, où on ne les a jamais sentis paniquer. Alors, OK, y a eu la victoire à l'aller qui a beaucoup aidé, mais sans... Enfin, voilà, ils ont jamais paniqué avec la maîtrise. Ils ont quand même passé avec brio les 8e. Donc, si je dois mettre un petit quelque chose, une petite pièce sur une surprise, ce serait celle-là. Très bien. Verdict demain. Vous serez des nôtres, évidemment, dès 20h30 pour suivre cela. C'est Alain Rohrbach qui sera sur place dans ce magnifique nouveau stade, le Chanceux. Et puis, nous, on suivra tout cela avec Stéphane Anchaud et Sébastien Pache. Un classique à présent du football européen pour la 3e affiche. 4e club anglais, c'est Manchester United qui sera engagé mercredi soir avec la réception du Barça. C'est peut-être le duel le plus indécis. Je ne sais pas si le prononcer parce que je suis un fan de Manchester. Mais vous avez le droit de vous prononcer en faveur de Manchester. Là, c'est clair que depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester a pris une ampleur incroyable. C'est totalement un autre Manchester. Petite baisse de régime quand même ces derniers temps en championnat. Mais on peut les pardonner. Ils sont partis, je crois, sur 8 matchs de suite avec 8 victoires avec Ole Gunnar Solskjaer. Mais non, ils ont une petite baisse de régime. Après, c'est clair que Barcelone, ça reste le Barcelone. Ça va être compliqué d'aller gagner là-bas. Mais Manchester ont leur chance. Manchester aura besoin de Messi, puis le problème, c'est qu'il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il ne faut pas oublier, Manchester est miraculé à ce stade de la compétition. Le match retour contre Paris. Paris s'est piégé tout seul. Non, mais le Manchester gagne... une fois sur 1000, est-ce qu'elle mais ça fait preuve de mentalité. Il faut faire attention. Il faut se méfier de ces équipes-là. Ils ont une mentalité anglaise. Ça va être serré, le match. Ça joue le premier match? C'est à Barcelone. C'est à Manchester. À Manchester. Même ça peut pas être... Non, je vois vraiment pas Manchester. Non, ça va être compliqué. Honnêtement, même si je suis un fan, ça va être compliqué de passer. Bon, franchement, est-ce que Barcelone vous a impressionné dans cette campagne? On a été impressionné par un homme, c'est clair, c'est Lionel Messi, mais est-ce que l'équipe vous a impressionné de Barcelone? Il y a quand même la qualité. Plus comme avant. Alors, non, évidemment, c'est plus comme... Si on est pour Manchester puis qu'on veut se rassurer, on dit que c'est pas le Barça des années précédentes, mais il y a quand même cette équipe en place, l'attaque, là, c'est capable de mettre le feu à n'importe qui. Ils sont au rendez-vous. Ils auraient aussi très bien pu subir le sort du Real Madrid, par exemple. Là, ils sont là. Donc, ils sont dangereux. Il y a quand même chaque fois qu'il l'a fallu,
ils ont été capables. En Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, ils perdent 2-0 à Séville le match aller, ils gagnent 6-1 le match retour. Contre Lyon, ils sont bousculés, ils font la différence, au final assez largement, mais ils font la différence quand même. Les matchs contre le Real en championnat et en Coupe rapprochée, ils ont su faire la différence. Il y a quand même... on a l'impression de petite marge pour cette équipe. Bon, à domicile, Manchester City a marqué qu'une fois contre IB dans cette campagne européenne. Manchester United, oui. Manchester United, pardon, oui. Ouais, mais après, moi, je pense que Manchester, ils ont quand même pas mal de difficultés défensivement. Je les trouve pas du tout solides à ce niveau-là. À chaque match, ils font des variantes derrière, c'est incroyable. Offensivement, je les trouve de mieux en mieux. Mais c'est clair que contre Barcelone, si défensivement, ils sont pas au top, ils vont ramasser. On s'attend à un score fleuve. C'est vrai que c'est des rencontres dans lesquelles il y a généralement beaucoup de buts. La dernière rencontre entre ces deux clubs, c'était lors de la finale 2011, qui avait été remportée par le Barça 3-1. Souvent, beaucoup de buts entre ces deux équipes. On s'attend à un joli spectacle, ce sera mercredi. Et puis, pour le 4e quart, une opposition de style entre l'Ajax et la Juventus. La folie néerlandaise va se heurter à l'expérience et au réalisme italien. Nicolas Ménacre, vous allez commenter cette rencontre. On attend vraiment un choc entre deux styles bien différents. Mais on a parlé expérience en début d'émission. Sauf erreur, il y a un seul joueur de l'Ajax, c'est les remplaçants qui a disputé un jour un quart de finale, même une demi-finale de Ligue des Champions, c'est Huntelaar. C'est une très très jeune équipe qui s'en est sortie sur 2 matchs contre le Real qui était vraiment pas bon, qui est sur une très bonne lancée, qui a recollé dans son championnat au PSV Eindhoven en remportant le choc au sommet à 10 contre 11, qui a... Très franchement, et peut-être dans sa meilleure période, mais face à la Juventus et son expérience. Cette folie, ça suffira pas? Non, je pense pas du tout. Une fois, oui, contre le Real, mais pas contre la... Parce qu'ils vont les prendre déjà au sérieux, la Juve. Et ça, je pense, ça va faire déjà la différence. Ils vont profiter de l'échec du Real pour la Juventus, pour tirer les leçons, eux, et pas répéter les mêmes erreurs, je pense. Ah, c'est l'affiche sur laquelle vous imaginez le moins de surprises? Ouais, moi, je pense que la Juve, ils vont passer, je ne vais pas dire sans problème, mais avec moins de difficultés que les autres. Moi, je m'attends à une belle confrontation, mais... Il y aura du beau jeu. Il y aura du beau jeu. La fougue contre l'expérience. Mais après, la Juve, je pense, avec leur expérience, surtout au niveau tactique... Non, mais je me réjouis, cette fougue, ces jeunes joueurs, de les voir en évidence. Ils arrivent à déstabiliser quand même un bloc défensif. Il faut voir, parce que là, plus ils montent et plus... Il y a de la pression. Là, c'est les quarts de finale. On verra bien s'ils vont réussir à gérer la pression. Je pense qu'on saura très vite. Après 15-20 minutes, on sera déjà. À Amsterdam, si ça ne se passe pas très bien les 15-20 premières minutes dans leur stade pour les joueurs de l'Ajax, ça va vraiment être très, très compliqué. La Juve, là, est gonflée à bloc. Après cette victoire face à l'Atlético, ça a peut-être véritablement lancé la campagne européenne de la vieille dame? Ça leur a montré que... Un match, il faut en tout cas pas se rater quand on joue à l'extérieur, parce que remonter un 2-0, c'est quand même pas évident. On a toujours le souci que l'équipe adverse marque un but sur notre pelouse. Donc évidemment que ça les a gonflés à bloc et à mon avis, ils répéteront pas la même erreur. Bon, on a fait le tour de toutes les affiches, messieurs. Quand même un petit favori, même si vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet-là sur ce plateau. Mais une petite piécette, Igor, votre favori pour cette Ligue des Champions cette saison? La Juve. La Juve, cette fois-ci, c'est la bonne? Ouais, j'espère. C'est votre club de cœur? Non, mon père, c'est le club de mon père. Mon père aime bien la Juve et j'aime bien aussi. Ça leur fait du bien avec Cristiano Ronaldo, ça leur fait vraiment un plus. Puis on a vu contre l'Atlético, quand il est en forme, il est inarrêtable. Même tu peux avoir les meilleurs défenseurs au monde, quand lui il est en forme, c'est une machine. Bon, il était incertain après cette... C'est l'heure, on arrive dans le temps additionnel. Avec ou sans Ronaldo, la Juve, le quart aller? Avec. Ce sera de retour, c'est certain. C'est certain, il va être de retour. Donc, ça y est, on est dans le temps additionnel. Cette émission touche bientôt à sa fin. Je voulais encore vous parler d'Ivan Mvogo. On a eu des nouvelles cet après-midi. Malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement avec Leipzig, touché au ligament interne du genou droit. On ne sait pas encore quelle est véritablement la durée de son indisponibilité. Mais on peut craindre une saison terminée et une absence dans le Final Four de la Ligue des Nations. C'est un coup dur pour l'équipe de Suisse.
c'est surtout un coup dur pour lui. Ouais. C'est un ralentissement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Que ces blessures au genou, c'est vrai que ça fait toujours peur à tout le monde parce que ça peut prendre du temps pour guérir. Et on ne le lui souhaite pas, bien évidemment. En tout cas, il a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux avec un grand sourire sur la table de son médecin. Toujours le sourire et le positivisme d'Yvan Mvogo. Voilà, cette émission touche à sa fin. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Igor, on vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Faites-nous rêver avec du piment dans ce championnat. Merci. Bonne fin de saison à vous et à vos coéquipiers. Dylan, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passez une belle soirée. Alain, Nicolas, on vous retrouve prochainement sur le plateau de Téléclub. Merci à tous les deux pour votre participation. Avec plaisir, merci. À bientôt. Merci également à l'équipe technique et à toute la rédaction de Téléclub pour la réalisation de cette émission. Elle a été produite par Daniel Romano. Un rendez-vous à vous donner sur Téléclub Zoom ce soir. C'est la dernière rencontre de la 31e journée de Serie A entre Bologne et le Chievo. Voilà, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Match après match revient lundi prochain. Passez une belle soirée et à demain pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Belle soirée. Salut.